académique aux relations européennes, internationales et à la coopération. Je suis conseiller technique du recteur de Grenoble sur la question internationale. Et en fait, juste pour faire un petit historique, un petit peu comme toi, mais c'est plus court, ça date de 2009, où on a pu... moi, je travaille avec un partenaire américain qui est l'Utah. Donc en Utah, il se trouve que la religion prédominante, c'est évidemment les Mormons, et qu'il y a eu une vraie volonté, un vrai besoin d'apprendre les langues étrangères en Utah. Donc partant de ça, parce qu'il y a toujours finalement pour l'immersion, à un moment ou à un autre, alors on pourrait parler de la définition d'immersion, parce que chez nous on appelle ça, alors j'ai horreur d'utiliser ce terme-là parce que c'est le prénom de mon père, qui s'appelle Émile, d'accord. C'est l'enseignement d'une matière intégrée, okay, tout le monde connaît ça, mais et qu'on a un IPR qui ne veut absolument pas qu'on utilise le terme immersion, parce que l'immersion c'est uniquement quand on est dans le pays, et voilà. Alors, d'accord, on peut, mais en même temps, ça ne parle pas aux gens. Donc quand on veut, entre guillemets, expliquer quelque chose ou vendre quelque chose aux gens, Émile, ça n'a aucun sens. Donc on est bien obligé d'utiliser un terme qui s'approche un petit peu de l'immersion dans un bain linguistique qui n'est pas le bain authentique, parfait qu'on aurait dans un pays étranger, tout à fait d'accord. Hein, donc on ne pourra pas faire la métaphore que tu as faite avec la flotte, la nage, etc., qui était bien vue d'ailleurs. Dommage, mais bon là ça va être une éprouvette d'immersion, quelque chose dans ce goût-là plus un tube à essai. Ouais, un tube à essai, un sachet de thé à la limite. Quelque chose dans ce goût-là, une effervescence, je sais pas. Et donc on part de l'acceptation du fait que vous voulez bien comprendre que l'immersion, c'est effectivement une certaine quantité d'enseignement dans une langue étrangère. Dans une langue étrangère, et non pas d'une langue étrangère. Ça, c'est ce sur quoi il faut qu'on soit à peu près d'accord, et si ce n'est pas la définition que vous acceptez, j'en suis désolé, mais c'est celle qu'on utilise. Et donc, partant de ça, l'Utah, dans cette démarche, a fait un certain nombre de recherches. Il y a un sénateur qui s'appelait John Hussman qui était très proactif sur ça, qui a décrété d'ouvrir notamment le chinois et l'espagnol. Grâce à je ne sais pas quoi, mais il y a un des participants du State Board of Utah qui est très francophile et un peu francophone et très francophile, qui a voulu absolument implanter aussi le français. Ce qui fait que depuis 2009, finalement, la progression de l'immersion en français en Utah, c'est une des plus fortes progressions de ce type d'enseignement francophone au monde. Ça a maintenant dépassé la Louisiane, qui, comme toujours, dès qu'on parle d'immersion, il y a une raison politique, sociale, pas économique, mais plutôt politique ou historique, hein, comme avec, par exemple, au Canada, ou ici, ou en Finlande avec le suédois, ou en Belgique avec le néerlandais, ou là avec le gaélique. Eh bien, en Utah, c'est pas du tout cette raison-là, c'est une raison purement économique, hein, d'abord, hein, parce que les Américains sont très pragmatiques, ils imaginent qu'ils vont pouvoir vendre plus de choses aux Chinois qu'en enseignant ça en immersion. En tout cas, nous, on en a tiré notre épingle du jeu, puisqu'on a réussi à avoir, il y a pratiquement une centaine de professeurs maintenant qui enseignent en français en Utah. Ça a dépassé les 3700 ou 3800, je crois que la Louisiane, ça doit être 3003, et là, ils sont en 3007 en Utah, et donc forcément, il y a un côté exponentiel, hein, du système, donc ça va. Là, en Louisiane, ça stagne, là, forcément, ils vont pratiquement doubler ou tripler les effectifs. Et en plus, l'Utah, avec l'image très négative des Mormons, ils ont une politique énorme de communication. Dans tous les États-Unis, ils vont au Carla, ils vont à toutes ces choses-là, c'est-à-dire à toutes les réunions nationales sur l'immersion, et ils ont des présentations voilà, dignes du Festival de Cannes. Hein. Donc, ce qui fait qu'il y a une image ultra positive, et tout le monde connaît le modèle Utah qui est, du coup, au lieu d'être associé aux Mormons, c'est associé à l'apprentissage des langues. Mais le gouvernement américain ne s'y est pas trompé. Ils ont mis plusieurs millions de dollars pour développer un centre d'observation de l'enseignement des langues. En clair, je vous le dis, c'est un centre de la CIA pour former les futurs espions américains en Utah sur cette site. Relié directement à ce... Ah oui, carrément. Et là, on attaque le russe, l'arabe, l'allemand, le portugais. Donc le russe et l'arabe... c'est clair que c'est... Non, mais c'est ça. C'est comme ça, c'est l'utilisation de ça. Alors, cette utilisation, ça fait que ça donne des moyens et ça permet de travailler. Donc, nous, pédagogiquement, on est contents. Après, la finalité, je demanderai à M. Trump ce qu'il va en faire. Hein, mais nous, après, on n'est pas encore là. Toujours est-il que
que eux fonctionnent différemment de nous, puisqu'ils utilisent effectivement des professeurs chinois qui sont envoyés par la Hanban, des professeurs hispanophones qui sont envoyés à la fois par l'Espagne, mais aussi par le Mexique, enfin, tous les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et puis nous, moi j'en suis à 29 profs que j'ai envoyés en Utah depuis 2009. Quoi. Donc c'est énorme. Plus quelques autres académies qui ont d'autres partenariats. Donc on doit être à 35-40, et j'en envoie encore une dizaine, presque une dizaine cette année, d'enseignants qu'on envoie là-bas pour enseigner, donc des francophones qui travaillent tout le temps en français. L'objectif, c'est qu'ils développent, comme Mylène qui l'a fait, malheureusement pas Mylène, mais elle va bientôt le faire, j'espère, l'apprentissage pédagogique de l'immersion et un ressenti de ce qui se passe qui est peut-être plus, qui est, comme tu le disais, dans la simplification du discours, dans une vision pédagogique des choses qui n'est pas évidemment parfaite, qui n'est pas celle de celui qui est allophone, mais qui est pédagogiquement un objet intéressant. Les Belges nous disent, parce qu'en Belgique, c'est depuis 1998, il y a une loi sur l'immersion, les Belges nous disent qu'ils ont fait des tentatives avec des anglophones, donc ils ont embauché des coiffeurs, des femmes de ménage, et c'était catastrophique. Ils sont revenus à des gens qui étaient bien moins des vrais enseignants, en fait. Et donc le fait était que entre une perfection linguistique et une grande qualité pédagogique, ils ont préféré baisser un peu le niveau. Là, il vaut mieux parler un peu moins bien anglais et puis faire de l'immersion plutôt que d'être parlé parfaitement et puis d'être complètement nul au niveau pédagogique et de ne pas s'en sortir. Donc, le principe était celui-là. Donc, on essaie de le respecter. Après, les modèles dans cet enseignement immersif, il y en a autant qu'il y a de pays. Les modèles canadiens à 100%, 80, 40. Bon, c'est pas le nôtre. On a choisi un modèle qui est, malheureusement, mais c'est comme ça, administrativement plus pratique, 50-50. Pourquoi? Parce que un enseignant, deux classes. Si vous commencez à mettre 85%, alors là, c'est juste infaisable au niveau pratique. On n'arrive pas à tailler, à dire, à enlever, à mettre des virgules et des choses comme ça. En plus, on a de moins en moins d'enseignants, donc forcément, c'est difficile même de mettre des mi-temps, des 0,8, des choses comme ça, on n'y arrive pas. Donc on fait un point de vue très pratique. Et en Utah, ils ont fait la même chose. Hein. Alors ça donne des résultats un peu moins bien que le 100% des plus petites classes et puis une baisse progressive, mais en tout cas ça marche quand même plutôt pas trop mal, ce qui fait que ces enseignants qui sont partis travailler à l'étranger, qui sont revenus, ou ceux qu'on a recrutés avec un inspecteur d'anglais, avec les conseillers pédagogiques, on fait des tests d'évaluation, on les prend au niveau C1 minimum, et on a une ressource phénoménale chez les professeurs des écoles. C'est là où on a les plus forts, même d'ailleurs ça marche mieux qu'au collège, parce qu'au collège, un professeur d'histoire géo, c'est très aléatoire ses capacités en langue. Alors que dans les professeurs des écoles, on a des gens qui ont des masters en langue et qui ou qui ont des expériences à l'étranger extraordinaires, ou des gens qui étaient ingénieurs, qui sont venus, qui ont changé d'orientation et qui ont des niveaux exceptionnels en langue, ce qui fait que c'est entre guillemets plus facile à mettre en place. Donc on a fait ça notamment en Savoie, mais aussi en Haute-Savoie, en Drôme et en Ardèche. On a actuellement 10 écoles qui sont en immersion, 7 collèges qui participent. Alors, finalement sur une seule filière dans les collèges. Et l'année prochaine, on va ouvrir 5 nouvelles écoles immersion. Donc c'est quelque chose qui prend. Et là, aujourd'hui, on doit être à 1350 élèves à peu près en immersion. On a des modèles qui sont un tout petit peu différents, notamment en Ardèche où c'est que sur le cycle 3. Parce que l'Ardèche, c'est que des petites écoles. C'est très difficile d'implanter toute la filière dans une école et d'avoir le recrutement, notamment en Sud-Ardèche où personne ne veut bouger de son poste. Donc il faut tuer un prof pour pouvoir avoir un poste. Donc on n'arrive pas à l'implanter à cause de ça. Alors que dans d'autres villes où il y a beaucoup plus de rotation, en Nord-Isère par exemple, c'est beaucoup plus simple, les gens ne veulent pas trop rester, donc ça change plus facilement. Donc on peut avoir des gens très motivés, plus facile à mettre en place qu'en Sud-Ardèche où on a l'impression d'avoir décoché le Saint Graal une fois qu'on est arrivé à Bonheur. Donc c'est des raisons aussi très techniques. Je suis désolé de venir sur ça, mais on n'est pas sur de la littérature, on est sur des raisons exceptionnellement pratiques. Et le fait, par exemple, aussi, même pour elle, hein, de travailler sur Annecy, au lieu d'être au fin fond ou tout au perché d'un village dans la montagne, c'est un gage d'attraction pour que les gens puissent s'impliquer dans un dispositif comme ça. Donc, on les a ouverts dans les grandes villes comme Montélimar, ça va être Valence bientôt, pas Grenoble, et puis Chambéry, Albertville, et puis Annecy. À partir de là, on a un projet c'est pas un projet, ça va se faire. Donc on va le faire pour la première fois. Je dis toujours, j'aime bien le dire au monde, sur un enseignement en italien. On est très très fiers de ça, parce que cette classe d'italien qui va ouvrir à Saint-Jean-de-Maurienne,
ça montre qu'on n'est pas que sur l'anglais. Alors, il y avait déjà l'allemand, mais comme c'est un dispositif un petit peu politique, guidé politiquement, on va dire qu'on a répondu à la commande, mais c'est quand même différent. Mais alors là, l'italien, personne ne nous l'a demandé de le faire. On le fait, et d'ailleurs, tu parlais des résistants, il y a beaucoup de résistance des parents. J'ai déjà des parents d'élèves qui sont en maternelle qui m'ont fait la réflexion qu'à Centrale, il n'y avait pas d'italien. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Comment voulez-vous que mon fils, qui a 5 ans aujourd'hui, ne va quand même pas apprendre l'italien en grande section maternelle ou au CP, alors qu'à Centrale, il n'y a pas d'italien. Ah, mais d'ici là, madame, il y aura italien. Il n'a qu'à ouvrir la section, puisqu'il sera assez un génie. Et donc, enfin bref. Oui, on a de tout. Mais en tout cas, on a vraiment la ressource, parce que tout dépend de la ressource, évidemment, et c'est plus compliqué. Donc, sur l'italien. Alors, c'est vrai que maintenant, on a... C'était intéressant ce que tu disais sur le côté politique de l'immersion, c'est que quand j'ai présenté ça à la DGSCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, c'est la voie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, la première réflexion des inspecteurs généraux, c'est l'immersion, c'est tout de suite crispant, c'est politique, c'est le basque, le corse, l'occitan, encore pas trop, le breton, l'alsacien, le plate, etc. Alors là, on est en train de disloquer la République française. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais quel attentat préparez-vous? C'est presque ça. Et il a fallu rassurer, mais non, monsieur, enfin c'est de l'anglais, c'est bon, ça va. On va pas réduire à néant les efforts d'unité linguistique qui ont été faits depuis un certain nombre d'années pour expliquer aux gens que le patois c'était nul et qu'il fallait parler que le français. Donc voilà. Mais c'est la première réflexion que les gens ont comme préjugé aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Donc il a fallu passer, et là on commence à avoir des demandes pédagogiques sur ce qui se passe, sur les effets et tout, et on va travailler avec le LANSAD de l'Université de Grenoble pour justement essayer d'évaluer le dispositif, voir un petit peu comment ça fonctionne. On a voilà, les dilemmes, tout ça qui s'intéresse. Monica Masperi, on va voir Coralie Perficou aussi qui est sur... ça, qui travaille à l'ESP et qui s'occupe de la formation en anglais des PE de l'ESP Grenoble. Mais bon, surtout Monica, quoi, qui chapeaute un petit peu tout ça. Avec un recteur, on a un recteur qui est... parce que c'est toujours pareil, hein, je veux dire, si moi j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller convaincre les Dazen, c'est l'inverse des Américains. Les Américains, ils arrivent, bonjour, on met 2 millions de dollars sur la table, d'ailleurs, tout le monde au boulot. Là, c'est, bonjour monsieur Dazen, regardez, je vous ai ramené des vidéos, vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Il faut essayer de convaincre les gens que ça pourrait marcher, donc on fait une expérimentation. Et puis on change de Dazen. Et là, le suivant arrive, et en fait, l'école de Montélimar, des Allées, qui est une école très publique d'hiver, très compliquée, ben, c'est compliqué forcément, les enseignants échangent, ça devient l'épine dans le dos de la sorcière Kirikou, quoi. De Kirikou, parce que s'il n'y en a qu'une école, il y a un phénomène de seuil qui se passe, une école immersion, c'est voué à l'échec. Je sais que vous êtes dans une école d'immersion, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on en ait plusieurs, parce qu'elles doivent notamment alimenter un collège qui, lui, pourra après dispatcher sur plusieurs lycées. Donc il faut qu'on ait une masse critique d'élèves pour arriver à avoir des effectifs suffisants, mais qu'on ait aussi des remplaçants, et qu'on ait un groupe de profs, et que ça puisse tourner, et qu'on puisse échanger les postes, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment toutes ces données techniques, administratives, qui font que si on n'a pas ça, le projet coule. Donc on est en train, heureusement, on a un recteur qui pousse énormément sur ça, et qui a demandé au Dazen de se mettre en ordre de marche sur l'immersion, et ça commence à se savoir. Les Bouches-du-Rhône, le Dazen est venu, ils veulent en ouvrir 5 écoles aussi. Il y en a une qui a ouvert, bon il y en a 2 à Nancy, il y en a une qui a ouvert aussi à Amiens. Ma collègue de Nice est très intéressée aussi. Donc j'espère en fait créer un espèce de petit phénomène d'entraînement pour qu'on puisse aussi, parce que là, nos héroïnes missionnaires non pas mormons, mais travaillent sans filet, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas les petits bouquins d'holophage et les marionnettes, elles doivent tout inventer. Ce qui veut dire que c'est un boulot immense. Je pense que, franchement, elles se font avoir, quoi. Donc on est obligé d'essayer de valoriser leur carrière, d'essayer de trouver des subterfuges pour justement qu'elles aient un accompagnement, qu'on leur propose le plus de stages possible, qu'on soit à leur écoute et qu'on les aide, parce qu'elles sont toutes seules en train de travailler, d'inventer tout le dispositif, de créer tout le matériel pédagogique qui n'existe pas en fait, chez nous. À ce niveau-là, ça n'existe pas. On a eu des évaluations de certains items à la fin du CM2 à Nancy, en compréhension à B2.
en B2 en compréhension. Pas tout, certains items. Oui, normal. Donc voilà, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Après, une fois que les parents ont compris et que ça marche, on a une véritable exigence maintenant des parents sur la suite du dispositif. C'est-à-dire que on en est même arrivé, comme je disais, à Saint-Baldov, à une augmentation de l'immobilier autour de l'école. Ouais. D'ailleurs, et je me suis renseigné au Canada, je travaille avec la Colombie-Britannique, ça fait la même chose. C'est-à-dire que suivant l'endroit où on va implanter une école d'immersion, l'immobilier prend 10 ou 15%. Parce que les gens achètent une maison pour pouvoir envoyer leurs gamins dans l'école d'immersion. Uniquement pour ça. L'école de Montélimar-des-Allées, qui était une école mais vraiment à la dérive, bon, on a les demandes de dérogation des avocats, des notaires et des docteurs, c'est assez rigolo. Alors qu'ils ne voulaient pas mettre les pieds dans cette école avant. Le centre-ville de Montélimar était totalement déserté par la bourgeoisie locale. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Et en fait, on essaye, nous, de créer un modèle, d'inventer, d'essayer de trouver des normes, des choses comme ça. C'est très empirique, mais on commence à avoir une certaine habitude de ça. Et ne serait-ce que d'arriver à faire travailler, imaginez, les départements de la même académie, du même recteur, ensemble, rien que ça, c'est difficile. De faire travailler les professeurs des écoles avec les professeurs du secondaire, c'est difficile. Donc nous, on a déjà nos propres barrières à éliminer à l'intérieur avant de pouvoir y arriver. Ça se fait, ça commence à se faire, mais ça fait bouger les choses. Donc voilà, il y a un côté un petit peu intéressant. Et je pense aussi qu'on vient d'ouvrir un Bachibac, on va ouvrir l'année prochaine un Bachibac, c'est-à-dire un double diplôme franco-espagnol à Valence, à Camille-Vernet, et une section bilingue espagnole. Donc du coup, je vais proposer l'ouverture d'une section espagnole, bilingue, enfin en immersion, espagnole, à Valence. Il faut que je trouve la ressource humaine, mais ça serait dans la logique, on aurait la bilangue, on aurait la suite. Il nous faut des enseignants.